décollage immédiat Fox Colima. Fox Colima, décollage de Cannes pour un vol local nord. Cet avion vient de décoller de l'aéroport de Cannes-Mandelieu pour une mission au-dessus du parc naturel régional des Préalpes d'Azur. L'entrée du parc, c'est à peu près à une quinzaine de kilomètres, quelque chose comme ça, de la mer. On voit bien toute la ligne d'horizon au nord qui est barrée par le relief des Préalpes. On est vraiment en contrefort des Alpes du Sud. C'est vraiment assez impressionnant, vu d'avion, comme le relief monte d'abord très progressivement et fait une marche, un rebord. Et on rentre en quelque sorte dans le jardin suspendu là, que sont les Préalpes d'Azur. Francine Brondex est chargée de mission au parc. Elle le survole pour la première fois afin de réaliser une carte vue du ciel de ce territoire. Le parc des Préalpes d'Azur a été créé en 2012. Il est situé entre la Méditerranée et les hautes montagnes du Mercantour, dans le département des Alpes-Maritimes. Ça y est, on rentre dans le parc naturel régional des Préalpes d'Azur et là, on a le Chéron juste devant nous. Alors le Chéron, c'est le point culminant du parc naturel à 1778 mètres. C'est vraiment une montagne qui est très impressionnante aussi, surtout vue du ciel. Vraiment, on se rend compte de l'ampleur de la crête qui fait près d'une dizaine de kilomètres de long. Là, on regarde sa face sud, on voit qu'elle est marquée par les barres rocheuses. Et elle est marquée aussi par une ambiance très sèche, très méditerranéenne. Et de l'autre côté, on voit une ambiance qui est plus boisée. Et là, on est du côté du règne des Alpes. On est beaucoup plus sous l'influence des hautes montagnes. C'est vraiment ce qui marque les Préalpes d'Azur, c'est ce contraste très très fort entre la Méditerranée au sud et les Alpes au nord. Au pied du Chéron, l'avion s'engage dans la vallée du Loup. La rivière a creusé dans la falaise des gorges impressionnantes. On voit en face de nous deux énormes barres de calcaire, surtout sur notre gauche et l'entaille des gorges du Loup. Et ces barres rocheuses, c'est du calcaire. Le calcaire, ça va être un peu notre fil conducteur géologique. C'est une roche vraiment très résistante et quand l'eau joue son rôle d'érosion, elle va former ces reliefs très marqués. Voilà les gorges du Loup dans toute leur splendeur. Alors, on se rapproche de Gourdon. Ouais, c'est génial. Là, on voit Gourdon sur son promontoire rocheux. On voit que le village a vraiment épousé le relief au sommet de la falaise. Le village surplombe la vallée du Loup, à près de 800 mètres d'altitude. L'ancienne place forte médiévale a conservé son château, avec sa forme carrée et ses tours défensives. Ces jardins étagés sont inspirés de ceux de Le Nôtre. Je vais revirer sur la droite. Le vol se poursuit vers les sources du Loup, où se trouve un autre site défensif, perché au-dessus de la vallée. Devant nous, là, on a le Castellaras de Torrent. Alors, c'est là aussi un promontoire. On a une sorte de petite montagne qui fait un cône avec son rempart de roches qui forme le sommet. Castellaras, c'est un terme assez local. On voit bien la parenté avec les castels, les châteaux. Et ça désigne ici des places fortifiées, des places défensives. On voit très bien, il y a quelques murs d'enceinte qui restent, les restes d'une chapelle au sommet. Les
premières traces d'occupation humaine remontent au moins à l'époque gauloise. Ensuite, les Romains l'ont utilisé et ça s'est poursuivi comme ça jusqu'au Moyen-Âge. L'endroit a été abandonné assez tôt, à peu près au XIVe siècle. Quelques kilomètres plus loin, le décor change brusquement. L'avion arrive au-dessus des plateaux de Cossol et de Calerne, des déserts de pierre modelés par l'eau au fil des siècles. Ça y est, on est rentré dans une ambiance mais complètement lunaire, très aride, très minérale. On devine des espèces de petits cratères, alors ça n'a rien à voir avec des astéroïdes ou des météorites. C'est encore et toujours le travail de l'eau et du calcaire. Et ces espèces de petites dépressions, on appelle ça les dolines. Et on devine aussi par-ci par-là des murs de pierre sèche. C'est l'empreinte de l'homme. Ce sont des plateaux qui ont été occupés pour le pastoralisme et l'élevage depuis des centaines et même des milliers d'années. C'est une activité qui est encore bien vivante. On a plusieurs éleveurs qui pâturent et qui mènent leurs troupeaux sur les plateaux de Cossol et de Calerne. L'avion s'approche maintenant d'un autre paysage calcaire à la géologie surprenante, la plaine de Caille. Cette immense plaine, on appelle ça un polier. C'est un terme qui nous vient des Balkans. Ça signifie plaine cultivée. L'histoire des poliers, c'est encore une histoire d'interaction entre l'eau et le karst, c'est-à-dire le calcaire. L'eau joue son rôle d'érosion et parfois, ça finit par s'effondrer sur des tailles immenses. Et ce polier de Caille, c'est un des plus grands d'Europe. Il est vraiment spectaculaire. Là, on arrive au début de l'Estéron. La mission de Francine se termine par un survol de la plus belle rivière du parc des Préalpes d'Azur, qui creuse son sillon entre les montagnes. L'Estéron, c'est vraiment le joyau du parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Elle coule dans une vallée relativement ouverte. C'est la rivière Émeraude, elle a des eaux turquoises. L'Estéron vu du ciel, c'est un cadeau. L'Estéron fait partie des rivières les plus préservées de l'ensemble des Alpes. Elle a son cours qui est complètement libre, il n'y a pas de digue, il n'y a pas de barrage. Et ça laisse libre cours à la circulation de la biodiversité. On y trouve encore des écrevisses. C'est le signe de l'excellente qualité des eaux de l'Estéron. Un peu plus loin, la rivière a creusé dans la falaise une clue de 300 mètres de profondeur. C'est l'une des plus impressionnantes de France. Une clue, c'est ça, c'est un défilé, une gorge très étroite, souvent assez courte. On voit cette espèce de V qui entaille la barre rocheuse avec la rivière qui coule au milieu. On voit à quel point c'est une sorte de coup de sabre très étroit. Alain nous offre un passage à l'exact vertical de la clue. Alain, tu le gâtes. C'est pas seulement un joyau écologique, l'Estéron, c'est aussi une rivière qui a fait office de frontière pendant très longtemps entre la Provence française et le comté de Nice qui était rattaché aux États de Savoie. Les villages de l'Estéron ont connu une histoire mouvementée. C'est le cas de Cigales. Cette ancienne place forte a été le théâtre de nombreux conflits entre le Royaume de France
et le duché de Savoie. Dans l'Estéron, tous les villages pratiquement sont à la fois groupés et perchés sur leur promontoire. On avait besoin de se défendre, mais c'est aussi pour des raisons d'économie de terre. Comme ça, on permettait de conserver les terres agricoles, qui étaient vraiment difficiles à gagner sur ces pentes abruptes. Et lorsque les frontières ont été redécoupées, pour passer par la rivière de l'Estéron, certains habitants se sont retrouvés avec leurs champs de l'autre côté de la frontière. Donc il fallait qu'ils traversent la frontière quasi quotidiennement pour aller cultiver. Au bout de sa course, l'Estéron se jette dans le fleuve Var, à une vingtaine de kilomètres au nord de Nice. C'est ici que notre vol se termine. Autorisé d'atterrissage pour ces collémas. Plus en amont, dans la vallée du Var, Philippe Thomassin prend la route. Cet historien doit effectuer des repérages pour son prochain ouvrage, consacré à l'histoire de ce fleuve. Christophe, dans 3-4 km, on va tourner en direction des gorges de Daluis sur la droite. Pour le conduire, Christophe Balland, un habitué des randonnées à moto dans la région. Ensemble, ils vont parcourir une route spectaculaire le long du Var. Dans le fond, on est en train de voir la grande barre calcaire qu'on va traverser au niveau du Var. Le Var l'a carrément cisaillé, franchi. Les dalles font une porte d'entrée naturelle à ces gorges de Daluis. On va donc traverser la barre calcaire, très fine, par le biais de ce tunnel et on entre dans les gorges de Daluis. La moto va remonter le fleuve Var qui a taillé dans la roche rouge les gorges de Daluis. Elle va ensuite redescendre par les gorges du Sian, un autre canyon impressionnant. Donc là, la route s'élève progressivement et on va commencer à rentrer dans les terres rouges. Juste en face, on est en train de voir la gardienne des gorges. On voit bien le profil de son visage et puis son petit chapeau sur la tête. En fait, cette gardienne des gorges matérialise véritablement l'entrée des gorges rouges. La moto pénètre dans ce qu'on appelle le petit Colorado niçois. Cette entaille spectaculaire s'étire sur une dizaine de kilomètres. Elle est composée de schistes rouges ou pellites. Ce sont des roches primaires très anciennes, remontées à la surface lors de la formation des Alpes. On est au cœur des gorges de Daluis, c'est vraiment magnifique. On surplombe le Var de plus de 200 mètres. C'est un paysage que j'adore particulièrement ici. C'est très sauvage. On se croirait en Asie, dans des gorges où cette végétation s'accroche. On voit les strates qui se superposent, qui ont été soulevées, modelées dans tous les sens, à l'horizontale, légèrement oblique, voire même à la verticale. Le projet de construction d'une route le long du Var apparaît au milieu du XIXe siècle. Mais ce n'est qu'après la cession du comté de Nice à la France, en 1860, qu'il se concrétise. La route a été construite en 1883 pour permettre de relier les villages de la haute vallée du Var et puis aussi permettre à l'armée de faire circuler ses troupes, puisqu'on n'est pas très loin de la frontière italienne. Donc c'est des chasseurs alpins et les corps du génie qui contribuaient à la construction de cette route.
j'adore l'ambiance des gorges de la Daluisse, parce qu'on est parfois dans des endroits assez étroits, et puis des endroits très aériens, beaucoup plus larges, et puis on se retrouve dans d'autres endroits plus écrasés, c'est magique. C'est les yeux qui travaillent là, c'est magnifique. Un tramway a également circulé le long des gorges. Il a fonctionné pendant 6 ans, entre 1923 et 1929. La route traverse les anciens tunnels creusés à l'époque pour ce tramway. Il faut imaginer l'alimentation électrique de ce tramway à travers les gorges. Les fils étaient complètement à nu, donc il fallait faire très attention. Et on imagine donc des tramways passant dans les tunnels avec des étincelles. D'ailleurs, pour des raisons de sécurité, il arrivait parfois que les watmen, on les appelait comme ça à l'époque, donc actionnent l'électricité à l'entrée du tunnel et puis avec un crochet coupe le courant en sortant du tunnel. La moto s'approche du pont de la Mariée, un des ouvrages construits pour le tramway. Il a été bâti à 80 mètres de hauteur. C'est un pont particulier parce qu'il est en béton armé. Et le béton armé, c'est tout nouveau dans le département à cette époque-là. D'ailleurs, quand on avait fait les tests de charge pour ce pont, la compagnie en charge du tramway, la compagnie Sud-France, avait émis des réserves par rapport à la résistance du pont, parce qu'on ne connaissait pas les résistances des ponts en béton armé à cette époque-là. Bien sûr, ils se sont trompés, puisque c'est un pont qu'on a encore aujourd'hui, et ses frères jumeaux sont également utilisés dans les autres vallées. Dans le fond, on a l'ensemble du massif du Mercantour, avec le mont Mounier qui domine l'ensemble. Et puis si on s'approche un peu, on voit le fleuve Var qui est en train de continuer à creuser ses gorges. Et on voit encore les traces de sa traversée sur les pélites, donc les roches rouges d'il y a 280 millions d'années. Petit à petit, la route redescend vers le lit du fleuve. Philippe et Christophe quittent les gorges de Daluisse et arrivent au village de Guillaume. La cité est l'ancien fief du comte de Provence. La moto emprunte la route qui conduit au château. Cette forteresse a été construite au XIIIe siècle sur un éperon rocheux dominant la cité. C'est un endroit assez magnifique. Et puis on arrive là ici au château au milieu des pins rouges. Le comte de Provence doit asseoir son autorité parce qu'on est loin de sa capitale et ce château va lui servir de point de départ pour contrôler ce territoire. Aujourd'hui en ruine, le château de Guillaume devrait bientôt être réhabilité grâce à la mobilisation des habitants de la cité. Philippe a maintenant rendez-vous quelques kilomètres plus loin, au village de Péonne. L'ancien bourg médiéval est blotti à flanc de colline, au pied de grandes aiguilles calcaires. On les surnomme les Demoiselles. Elles sont composées de carniole, une pierre sédimentaire qui a été sculptée par l'érosion. Le voilà. Ah ouais. Au pied du village, voici l'un des plus vieux pigeonniers de France.
Céline Winchell fait partie de l'association locale de sauvegarde du patrimoine. Allez, je passe en premier. Hein. Allez, vas-y. Les bénévoles voudraient réhabiliter le bâtiment. Alors, on est dans la partie haute du pigeonnier, là où il y a les boulins. Ce sont les compartiments pour permettre aux pigeons de nicher. Alors, la toiture est en mauvais état, les bardeaux, mais la charpente, peut-être qu'on va pouvoir en conserver une bonne partie. Tout n'est pas à jeter. Je trouve qu'il y a une lumière magique. Ouais, je le trouve très beau. L'autre particularité de ce pigeonnier, c'est qu'il possède dans sa partie basse des placards à abeilles. Voilà, la fermeture de la porte. Ce dispositif original ne se retrouve qu'à Péonne. Les ouvertures rectangulaires, ce sont les pistes d'envol, enfin la porte pour les abeilles. La plupart des gens ici avaient des placards à abeilles dans une de leurs maisons et venaient récolter leur miel une fois l'an. Ces ruches et placards témoignent de l'ingéniosité des péoniens parce que finalement, ils sont protégés. Hein. Le pigeonnier est fermé par une porte, donc on ne peut pas dérober les ruches. D'autre part, en haute montagne, l'hiver, l'essaim est beaucoup mieux protégé, tout simplement. Pour accéder aux demoiselles, il faut traverser le vieux Péonne, construit sur plusieurs niveaux. Il a conservé intacte son architecture traditionnelle. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est un village qui est dans son jus. Toujours, les péoniens ont ramassé les matériaux qu'ils trouvaient à proximité. Hein. Donc la carniole, là, qui est très facile à tailler, c'est pour ça qu'on l'utilise dans l'échennage. Ce qui est intéressant aussi, c'est tous ces petits passages couverts. L'hiver, on a la possibilité d'abriter des chèvres, tout en étant protégé s'il pleut, s'il neige aussi. On se sent bien dans ce village. Céline a quitté Nice il y a une vingtaine d'années pour s'installer ici, dans le village de sa famille. Je suis revenue à Péonne parce que j'ai des souvenirs extraordinaires d'enfance. J'ai des origines du côté de mon grand-père maternel. Donc c'est ça qui a fait que j'ai choisi cet endroit pour revenir, le ras-le-bol de la ville. Voilà. L'envie de vivre quelque chose de plus authentique, de plus vrai, qui ait du sens. Pour moi, ce sont mes racines. Céline emmène Philippe au sommet du village, où se dévoile un magnifique point de vue sur l'entrée du parc du Mercantour. C'est l'un de ses endroits préférés. Les aiguilles étaient un terrain de jeu, comme tous les endroits un peu étranges. On se racontait des histoires de fantômes. C'est un côté magique. Quand on vit quelque chose dans l'enfance, à un endroit, on y est attaché, on a envie de le préserver, parce que tout ça fait ça, l'histoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a envie de le voir conservé. Philippe poursuit son circuit quelques kilomètres plus loin, là où les terres rouges réapparaissent. La moto s'engouffre dans un autre canyon saisissant, sculpté par un affluent du Var. Nous entrons dans les gorges du Sian, on a quitté le Var et on longe en fait le Sian dans des très proches du torrent et en même temps on est dans des gorges très encaissées, on va être en fond de vallée. Cette route spectaculaire a été taillée dans la roche au XIXe siècle. Cette route, elle a été désirée pendant très longtemps par la population en haut des gorges, dans le village de Beuil. Ces gens-là avaient une spécialité, en l'occurrence, c'était la culture des lentilles. Et dès 1867, ils souhaitent diffuser leur récolte, notamment, et échanger avec l'extérieur. Et ils écrivent une lettre en spécifiant qu'ils souhaitent ne plus être retranchés de la société. La difficulté de la construction de la route, ça a été surtout de pouvoir l'asseoir déjà à proximité du lit de la rivière. Donc il y a eu énormément d'échafaudages, énormément de tunnels qui ont été creusés. Donc on a une route qui est très très spectaculaire. Ce tronçon-là, il va être très très étroit, très sinueux. On a beaucoup de mal à se croiser.
En fait, on retrouve la largeur de la route à l'origine, hein, tout juste de quoi passer avec un char à banc, c'est-à-dire une charrette à 2 roues et pas plus. À cause de fréquentes chutes de pierres, certaines parties de la route ont dû être fermées à la circulation. Désormais, ces anciens tronçons se visitent à pied. Philippe arrive à la Grande Clue. Il a rendez-vous avec un naturaliste du Parc national du Mercantour. Ici, la route circule entre de hautes parois verticales, dont la largeur ne dépasse pas 2 à 3 mètres. Une morphologie qui date de l'ère glaciaire. Les grands glaciers ne sont jamais venus dans ces gorges. Donc ils n'ont pas ouvert cette vallée comme le font les glaciers qui ouvrent ces grands cirques glaciaires comme des grands bulldozers. Ici, on est vraiment serré. Il n'y a que l'eau qui fait du travail d'érosion. Quand on regarde de plus près, c'est là qu'on ressent l'action de l'eau. Vous voyez tous ces mouvements, ce sont des vagues, j'allais dire, de reflux qui viennent éroder. Elles creusent en rongeant ces montagnes. Et c'est pour ça qu'on voit tous ces mouvements d'arrondis, de trouées qui se sont faits au cours des millénaires. L'eau s'infiltre dans toutes les fissures, donnant au paysage un caractère quasi tropical. Ici s'épanouit une flore d'une grande variété en raison des 2 influences climatiques qui s'y côtoient, alpine et méditerranéenne. Dans ce système, on trouve des espèces qui ne vivent quasiment qu'ici ou aux alentours. Vous voyez, au milieu de ces fougères, on devine une fritillaire. C'est une espèce de la famille des lys qui pousse au bord du Var et qui remonte juste ici, justement, parce qu'elle va trouver la chaleur, l'humidité. Tout ça lui convient et c'est son maximum d'altitude. Alors, qui l'a remonté depuis la plaine du Var jusqu'à ici, je ne sais pas. Mais un oiseau, peut-être. C'est une plante qui fait d'assez grosses graines. Donc, je pense qu'un oiseau peut la transporter et venir la déposer ici. C'est l'ingéniosité de la nature, ça. De retour dans la vallée du Var, Philippe arrive maintenant à sa dernière étape, Entrevaux. La ville abrite un joyau, une citadelle, qui se dresse à 150 mètres de hauteur au-dessus du fleuve. À ses pieds, les maisons sont blotties dans une des boucles du cours d'eau. La forteresse a longtemps été l'une des portes du royaume de France, à cheval sur la frontière avec le duché de Savoie. Aujourd'hui, des habitants de la cité se sont donné rendez-vous pour entretenir le monument, comme ils ont l'habitude de le faire depuis de longues années. Ça fait 27 ans, depuis 1989, que l'on a décidé de créer cette association. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas la priorité de la commune, donc par amour pour le village, puis la citadelle, c'est le phare d'Entrevaux, donc on a œuvré pour laisser à nos descendants un village qui sera pas neuf, mais il sera conservé, et ça, on en est fiers. À la fin du XVIIe siècle, la citadelle d'Entrevaux est entièrement réaménagée par Vauban. Il veut en faire une place forte, digne de ce nom. L'ingénieur du roi fortifie le village et le relie au donjon grâce à cette rampe spectaculaire.
cette rampe, l'idée c'était de pouvoir circuler avec des mulets chargés qui puissent se reposer dans les virages et éventuellement essayer d'amener du canon jusqu'à la citadelle. Et plus tard, un capitaine du génie imagine ces traverses, c'était pour éviter les tirs en enfilade. C'est-à-dire que si on se positionne sur la crête en face de la ville, on ne peut pas tirer sur les soldats qui sont en train de progresser sur cette rampe grâce à ce dispositif. En dessous de la citadelle, un réseau de galeries a été creusé pour défendre la place forte. Alors là, on est dans les souterrains qui nous permettent d'accéder en fait aux meurtrières qui défendent le fossé. Au sommet de la citadelle se trouve l'ancienne résidence du gouverneur. Sa terrasse domine toute la vallée. On a une vue magnifique, une vue sur le fleuve Var en tresse. On a donc en face la Chalvagne, dont Vauban disait qu'en cas d'orage, elle pouvait emporter des rochers gros comme des carrosses. En contrebas, la cathédrale avec son crénelage, son ouvrage à cornes. C'est une vue magnifique. J'adore les toits provençaux avec la lumière qui se reflète. On ne s'en lasse pas de cette vue. C'est magnifique. C'est la tour Eiffel d'Entrevaux. À l'intérieur, l'appartement a conservé quelques vestiges de l'époque du gouverneur. On a un équipement, on va dire, relativement cosy, une petite cheminée en plâtre. On peut aussi apprécier la frise avec un phare encore visible. On a eu une tentative de siège en 1704 lors de la guerre de succession d'Espagne. Et là, le Var est venu en renfort, gonflé par un gros orage. Il a déstabilisé les troupes savoyardes et donc les entrevallés ont pu faire une sortie et chasser les assaillants. Donc dans l'ensemble, le Var a aidé la population entrevalaise. À quelques kilomètres d'Entrevaux, les Alpes de Haute-Provence abritent un autre site exceptionnel. Surplombé par cette immense barre de grès, Anote est célèbre pour ses roches aux formes insolites. C'est au cœur de ce chaos de pierre que Gabriel Auger s'est installé. Allez, Dai, viens. Sa maison atypique se trouve à l'écart du village. Pour y monter, elle doit emprunter un sentier impraticable en voiture. C'est une aventure au quotidien. J'ai l'âne pour porter, ce qui n'est pas évident, toujours. Surtout que là, elle a envie de brouter. Voilà. Donc tout se fait à dos d'âne ou à pied. La maison de Gabriel est située à Vers-la-Ville, au bout de l'ancien chemin de croix. C'est là que se trouvait le village d'Anote à l'origine. Avant le XIe siècle, les Anotins vivaient dans ce chaos de grès. Cet endroit a appartenu à des moines, ensuite à des templiers. Et là, on peut voir le rocher aux 100 marches, sur lequel on voit un vestige de mur. C'est le vestige d'une tour de guet. Il y avait là une garnison jusqu'au XVIIe siècle encore. C'était un point stratégique pour surveiller toute la vallée. Gabriel a acheté il y a 8 ans l'ancien ermitage du hameau. À l'époque, j'avais une idée fixe, c'était trouver un terrain de 2,5 hectares avec une chapelle dessus. Voilà, c'était mon rêve. L'ancien ermitage de Vers-la-Ville est situé à gauche de la chapelle. Il a été construit contre un énorme bloc de grès. Je suis tombée amoureuse de cette maison et de cet endroit avant tout. Et ici, il est vrai qu'il se dégage une énergie particulière. Et d'ailleurs, les Anotins l'appelaient la montagne sacrée avant.
Gabrielle a entièrement restauré la maison. Elle a notamment abattu les cloisons qui cachaient le rocher au milieu du salon. La maison embrasse vraiment le rocher puisque on voit que cet arrondi épouse toute la roche jusqu'au plafond. Cette roche, elle est vivante. Elle donne de l'énergie, je trouve. Et puis, en particulier, c'est un tampon thermique extraordinaire. Parce qu'en hiver, elle adoucit la température et en été, elle rafraîchit la température. Donc, c'est une maison qui est très, très agréable à vivre. À l'extérieur, la bâtisse s'ouvre sur une terrasse avec vue sur l'actuel village d'Anote. C'est une maison où on a l'impression que le temps s'arrête, en fait. Elle porte bien son nom d'ermitage. Hein. Et dès que je suis ici, je suis bien. Anote est célèbre pour ses nombreux abris sous roche, dispersés dans ce chaos de grès. Amoureuse de ces endroits mystérieux, Gabrielle les explore régulièrement. Pour les atteindre, il faut grimper au sommet de la montagne qui surplombe le village. Ces abris sont utilisés par l'homme depuis très longtemps. Jusque dans les années 50, certains servaient de greniers ou d'abris pour les bêtes. Alors là, on arrive au jardin du roi. On passe vraiment dans une faille très étroite. Voilà. Ce sont des sédiments sous-marins très très profonds et très anciens. Ce sont des plaques qui ont émergé à très peu d'endroits au monde, donc à Anote. Et ils sont appelés d'ailleurs grès d'Anote, à Fontainebleau, à Utah aux États-Unis. Il y a même des blocs en suspens, dans le vide. Les gens d'ici l'appellent le pont aux écureuils, ce bloc suspendu. On peut vraiment bien imaginer cette plaque qui sort de la terre et qui d'ailleurs continue à pousser et qui se fissure et qui se casse. Et les blocs qui restent comme ça en suspens un peu partout ou tombent dans la vallée. Un peu plus loin, voici la chambre du roi, l'abri le plus spectaculaire des grès d'Anote. Bien là, on passe vraiment, encore une fois, dans la falaise, par une entrée très étroite, un peu en triangle. En fait, il faut passer par là. Alors là, on est dans la chambre secrète du roi, avec des blocs encore en suspens. On est bien caché. La légende dit que dans les temps anciens où le siècle n'avait qu'un chiffre, un roi poursuivi par des envahisseurs a demandé refuge au seigneur des lieux qui lui a montré cet endroit pour le protéger. Donc il est monté avec ses hommes, sa belle, et lui-même se réfugier ici avec grande reconnaissance. Donc toujours se dégage une impression de grand mystère dans cet endroit-là. On a l'impression d'être dans le ventre de la terre, on est dans la roche. Eh bien là, on passe sur un passage très étroit avec un à-pic vertigineux sur la vallée. Et l'on voit quelque chose de vraiment extraordinaire, c'est la tête du gardien, les appellent le gardien, comme ça. On voit les yeux, son nez, la bouche, son grand front, un personnage étrange, gardien des falaises de grès d'Anote. Anote est située sur le tracé d'une ligne ferroviaire emblématique de la région,
le train des Pignes. Cette voie de chemin de fer traverse les vallées des Alpes du Sud sur près de 150 km. Elle permet de relier les villes de Nice et de Digne-les-Bains. Entre Anote et Saint-André-les-Alpes, le train parcourt le tronçon le plus spectaculaire de son tracé. À son bord, un amoureux du rail, spécialiste de l'histoire de cette ligne centenaire. À partir d'ici, donc, on est vraiment sur la section de montagne. On a une rampe quasi continue jusqu'au sommet de 3%. Et on se retrouve dans un monde alpin, vraiment. On le voit très bien à la végétation, puisque ici, on se trouve au milieu des châtaigniers. Pour s'adapter au relief escarpé, les ingénieurs ont choisi des rails plus étroits, distants de seulement 1 mètre. C'est ce qu'on appelle une voie métrique. La voie métrique, elle permet d'adopter des rayons de courbe beaucoup plus serrés et donc on va arriver à éviter les obstacles du relief plus facilement, à les contourner, donc à construire une voie ferrée dans des conditions beaucoup plus économiques. C'est un type de voie ferrée qui était souvent adopté pour les régions de montagne. Il a fallu 6 ans et près d'1 millier d'ouvriers pour construire cette partie de la ligne. Un travail de titan réalisé par une majorité d'immigrés italiens au début du XXe siècle. Imaginez les ingénieurs qui débarquent ici, au milieu de la nature, et qui doivent concevoir la construction de la voie ferrée. Donc ça, déjà, c'est un petit exploit. Et ici, au moment le plus fort des travaux, il n'y a pas de route. Le seul moyen d'accès, c'était d'avancer par le fond de la rivière, avec bien sûr les risques de crues à l'automne ou à la fonte des neiges, les chutes de pierres. Et ça donne une idée des difficultés qu'ont dû affronter les constructeurs de la ligne. Là, on va arriver à Méaille, où la voie ferrée est construite vraiment en corniche, au-dessus de la vallée de la Vaire. Cette gare est toute petite, vue de l'autre côté de la vallée, presque comme un jouet en contrebas du village. Le village est perché sur un plateau au-dessus de la gare où il y a des cultures, c'est assez fertile. C'est un paysage de carte postale, vraiment. Et je pense que c'est le plus beau point de la ligne. Deux viaducs en courbe encadrent la gare de Méaille. Au total, la ligne compte une 60aine de grands ouvrages d'art, tous plus ingénieux les uns que les autres. On le voit, comme tous ces ouvrages se sont bien intégrés au paysage. On dirait qu'ils sont là naturellement, qu'ils ont toujours été là. Ça ne choque pas, c'est vraiment très bien intégré à l'environnement. Autre ouvrage spectaculaire de la ligne, le tunnel de la Colle Saint-Michel. C'est le tunnel le plus long, 3457 mètres, qui va nous faire passer du bassin du Var à la vallée du Verdon. Comme tous les tunnels de grande longueur, il a été entrepris par les deux extrémités. On est vraiment sous la montagne, on a passé le faîte du tunnel et on redescend ici. À la sortie du tunnel, le train longe maintenant le Verdon, qui n'est encore qu'une petite rivière de montagne. Pour l'enjamber, un viaduc à 3 arches a été construit à 20 mètres de hauteur. On va arriver en gare de Toramehaute. Autour de la gare, il n'y a pratiquement pas de bâtiments.
Mais c'est vraiment un exemple, ces gares isolées, de la mission de désenclavement qu'a eu le train à sa construction, puisqu'il était courant à l'époque de construire une gare à la rencontre d'une vallée. Ça permettait aux gens de cette vallée de venir à la gare à pied, pour beaucoup, d'y prendre le train ou d'y charger leurs marchandises. Donc c'était la gare qui desservait la haute vallée du Verdon. On a 2 maisons qui sont ici au bord de la voie ferrée. Donc le but de ces maisons, c'était d'accueillir des familles de cantonniers. Donc ils étaient répartis le long de la ligne pour chaque jour vérifier que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de déformation de la voie, de chute de pierre et de problèmes sur la ligne. Aujourd'hui encore, le train d'Épingne assure une véritable mission de service public en permettant de rallier ces vallées isolées. En début et fin de semaine, il transporte les écoliers et il a aussi un rôle touristique qui est majeur dans cette région. Le train, c'est quelque chose qui est intimement lié à tout le pays qui se trouve autour, aux gens qui vivent dans ces vallées. Et c'est un train, mais ça n'est pas uniquement de la ferraille, il y a une âme autour. Le train d'Épingne longe la rivière jusqu'à Saint-André-les-Alpes, au sud du département des Alpes de Haute-Provence. La ville est considérée comme la porte d'entrée du pays du Verdon. À ses pieds, la rivière se jette dans les eaux turquoises du lac de Castillon. Il a été formé grâce à un immense barrage qui date de 1948. C'est l'une des 5 retenues d'eau bâties sur le Verdon au cours du XXe siècle. Fabienne Gallis est historienne. Elle travaille à la conservation du patrimoine de ce territoire qu'elle parcourt régulièrement. Aujourd'hui, elle part sur les traces d'une des plus illustres familles du pays du Verdon, les Castellanes. Leur histoire commence au sommet de ce rocher, dans l'ancienne cité de Petra Castellana. Alors sur la droite, on peut voir ce village, cet ancien village de Petra Castellana. Les Castellanes vont s'implanter là aux alentours du 9e siècle et on va construire là un château, une église et le village entouré d'un rempart. Et à partir de là, ça va être vraiment le point de départ de l'extension de cette grande famille qui est finalement une des plus anciennes familles nobles de la Provence. Démantelée au XVIe siècle, la forteresse des Castellanes a aujourd'hui disparu. Ne reste sur le roc qu'une chapelle, reconstruite au XIXe siècle. Pour découvrir les autres témoignages de la grandeur de cette puissante famille, il faut suivre la route qui longe le cours du Verdon. À partir de Castellane, la rivière s'écoule sur une centaine de kilomètres avant de se jeter dans la Durance. Dans sa portion la plus célèbre, elle a creusé des gorges spectaculaires. Là, on s'engage maintenant dans ce qu'on appelle le Grand Canyon, qui est quand même la partie la plus escarpée des gorges du Verdon. C'est le plus grand canyon d'Europe et il peut aller jusqu'à 700 mètres de profondeur. Alors, cette route des crêtes est vraiment une des routes privilégiées pour découvrir le Grand Canyon parce qu'elle le domine de façon vraiment spectaculaire. Et ce qu'il y a de bien, c'est que cette route qui a été créée pour découvrir les gorges a été aménagée avec différents belvédères qui permettent de s'arrêter à des points
stratégique du Grand Canyon et de pouvoir admirer justement le côté vertigineux des gorges. Et on a une très très belle vision sur le Verdon en contrebas. Les gorges du Grand Canyon ont longtemps fait peur. Seuls d'intrépides aventuriers osaient y descendre. Alors on arrive sur ce point de vue au belvédère de la Carrel. Donc la Carrel qui vient de Carrel, le mot provençal qui veut dire nacelle, c'est une sorte de monte-charge qui permettait de remonter du matériel depuis le fond des gorges, puisqu'on a un pic d'à peu près 500 mètres. Et on comprend bien qu'il était difficile d'accès ce Verdon. Donc jusqu'au début du XXe siècle, il n'y a qu'un chemin muletier et c'est simplement les coupeurs de buis qui descendaient. Et ce buis était récolté pour la fabrication des boules de pétanque qui étaient ensuite cloutées. Le Grand Canyon du Verdon s'étend sur une vingtaine de kilomètres. C'est vrai qu'à chaque détour de virage, on s'émerveille parce qu'on a des vues à chaque fois différentes. Là, par exemple, on a des grottes. Après, on a des à-pics plus ou moins vertigineux. C'est plus ou moins rocheux aussi. Au fur et à mesure qu'on avance, les paysages changent. Il a fallu attendre 1928 pour que soit ouvert le premier chemin permettant d'accéder au fond du défilé, le sentier Blanc-Martel. C'est aujourd'hui l'itinéraire de randonnée emblématique des gorges du Verdon. Alors, nous arrivons sur un point de vue qui est particulièrement impressionnant, c'est le belvédère de l'Escalès. Et c'est un belvédère qui est assez bien placé pour comprendre où a été tracé le fameux chemin Blanc-Martel. Alors, c'est vrai que d'ici, on voit bien le chemin qui est presque en bas de pente, très proche du Verdon à cet endroit-là. C'est à partir du tout début du siècle, vers 1905, que le ministère de l'Agriculture a demandé à un célèbre géologue, Martel, de faire l'exploration du fond des gorges. Et il va faire cette exploration avec Isidore Blanc, qui était instituteur et qui connaissait particulièrement bien la faune et la flore du Verdon. Et donc tous les deux, ils vont explorer le Verdon pour la première fois. Pays du Verdon, c'est vrai que c'est très marquant dans le paysage, cette entaille, ce Verdon qui a été à la fois une frontière, qui a été aussi source de... il y a eu des débordements aussi, les inondations, mais c'est aussi source de richesse, et aujourd'hui c'est source de développement touristique. Donc c'est vrai que ça fait une entité quand même dans le territoire. Ça fait une constante de Pays du Verdon. On se reconnaît autour de ce Verdon. Les gorges du Verdon se terminent sur un autre des grands lacs du pays. À gauche, on a une vue extraordinaire sur le lac de Sainte-Croix. C'est vrai qu'après un long passage, cette longue route dans les gorges encaissées, d'arriver comme ça sur cette vue et cette immensité d'eau, ça a toujours un côté un peu spectaculaire. Le lac artificiel de Sainte-Croix sert d'immenses châteaux d'eau pour une bonne partie de la Provence. C'est le 3e plus grand lac de France. À la sortie des gorges, la route se poursuit en fond de vallée et débouche sur l'un des plus beaux villages de la région. On arrive pile en face du village de Moustier-Sainte-Marie, qui a une forme assez particulière puisqu'il est bâti en amphithéâtre au pied de roches en tuf et juste au pied de cette faille assez impressionnante que l'on voit et qui domine le village. Moustier-Sainte-Marie est blotti entre deux pitons rocheux. La cité est célèbre pour sa faïence, dont l'essor date du XVIIe siècle. Fabienne se rend à la chapelle Notre-Dame de Beauvoir. Un escalier à flanc de colline permet d'accéder au sanctuaire perché. Alors
arrivant à ce niveau-là, on a une vue spectaculaire et plongeante sur le village de Moustier. Donc on voit tous ces toits en tuiles de terre cuite qui sont très très bien conservés. Et on reconnaît très très bien l'église Notre-Dame de l'Assomption avec son chœur légèrement décalé. Un peu plus haut, le chemin de croix aboutit à l'église Notre-Dame de Beauvoir. Cette chapelle possède une vocation originale. Pendant longtemps, on y amenait les enfants mort-nés, dans l'espoir d'un miracle. La tradition dit qu'ils ressuscitaient quelques minutes le temps que le prêtre les baptise et on pouvait cette fois-ci les enterrer. Parce qu'évidemment, s'ils mouraient sans être baptisés, ils erraient toute leur mort dans les limbes et c'est vrai que ça posait problème. Alors en s'approchant, on voit qu'il y a une entrée un petit peu particulière à cette chapelle Notre-Dame de Beauvoir. Vous voyez un porche avec un couverte avec des tuiles en écaille vernissées, ce qui est assez rare, qui est supporté par ces deux colonnes. Et ensuite, en s'approchant un petit peu plus près, on va pouvoir détailler les portes et notamment un petit relief qui est très intéressant, une représentation d'une sirène que vous voyez ici. Avec un miroir dans sa main gauche et un peigne dans la main droite. On voit qu'elle est dénudée, hein, on reconnaît bien la sirène, notamment on voit la queue, en plus c'est une queue bifide, hein, elle a une queue qui se partage en deux. Et ce personnage, c'est l'image de la luxure au Moyen-Âge et à l'époque Renaissance. C'est un vice, donc c'est vrai qu'on a tendance à représenter les vices dans les bâtiments religieux, hein, justement pour les mauvais exemples à ne pas suivre. Fabienne poursuit sa route vers l'ouest du département. Elle longe la vallée du Colostre, qui entaille le plateau de Valençol. C'est un territoire qui est attachant parce qu'il a à la fois une certaine douceur et une certaine âpreté. C'est un territoire de contraste finalement. On a à la fois un côté alpin et un côté méditerranéen, puisqu'on peut passer des montagnes aux vallées, et puis finalement on est très proche de la côte, on est très proche des hautes montagnes. On est dans un territoire où se confrontent beaucoup d'influences. Prochaine étape, Riez. Fabienne y supervise la restauration d'un hôtel particulier. La ville a longtemps fait figure de capitale régionale. C'est là que se trouvait le siège d'un évêché du 5e au 18e siècle. Riez conserve de nombreux témoignages de cette période faste. L'un de ses édifices les plus exceptionnels, l'hôtel de Mazan, est en cours de réhabilitation. Il est encore fermé au public. L'hôtel de Mazan est l'ancienne résidence de l'évêque. En face, ce qu'on peut voir depuis cette cour, c'est donc tous les étages avec les loggias, avec des décors qui sont très très particuliers et qui sont des décors de gypserie. La gypserie, c'est le plâtre, les décors de plâtre moulés, sculptés, et c'est quelque chose qui est tout à fait particulier à la région. Alors au-dessus de cette porte, on a un médaillon sculpté, moulé, et là on peut voir le blason des Castellanes, avec ce château à 3 tours, puisque les Castellanes sont co-seigneurs de Riez, bien évidemment, donc ce qui justifie la présence de ce blason dans l'hôtel particulier. Au cœur du bâtiment se trouve un joyau. Cet escalier entièrement réalisé en gypse. Sa construction date de 1523. Il menait alors aux appartements privés de l'évêque. Là, on voit le côté théâtral de cet escalier qui est donné par ces colonnes torsadées, donc qui donne une impression de hauteur. Et on a une très très belle perspective, donc ce côté de mise en scène de l'escalier, qui est le passage obligé pour les invités des propriétaires. Et on ne peut qu'admirer les gypseries qui en ornent les différents étages. Les motifs sont d'inspiration médiévale. Un bestiaire fantastique qui mêle figures humaines et animales. Je vais vous montrer mes préférées, mes 2 petites sirènes.
Donc celle-ci avec le miroir dans sa main gauche et le peigne dans sa main droite, avec les cheveux dénoués, qui n'est pas sans rappeler celle que nous avons vue à Notre-Dame de Beauvoir, qui est également du XVIe siècle. Et l'autre petite sirène ici, qui est encore plus évocatrice de l'image de la luxure, puisqu'elle a les cheveux dénoués, elle a donc cette queue partagée en deux, et elle présente sa poitrine dans un geste assez éloquent. L'hôtel de Mazan devrait accueillir dans quelques années le futur musée archéologique de la région. Fabienne poursuit son itinéraire dans les basses gorges du Verdon. Pour traverser cet écrin de nature sauvage, elle emprunte un petit bateau électrique. Sa prochaine destination, le château d'Esparon, qui servait de siège aux Castellanes pour contrôler le territoire du Bas-Verdon. Ici, ça reste vraiment très sauvage, il n'y a pas du tout d'exploitation et l'accès se fait que par l'eau. On a un sentier qui surplombe un petit peu, mais on ne peut pas descendre à pied jusqu'ici. Et du coup, on peut encore retrouver pas mal d'animaux sauvages et une végétation qui est totalement préservée, quoi. Là, on peut observer, c'est des falaises de calcaire. C'est ça qui est joli aussi, ça fait pas mal de stries, donc ça donne un petit cachet. Et c'est en général dominé par les chênes verts. Après, il y a pas mal de genévriers, puis du romarin, toutes les essences de Provence. Le fait d'être au calme, d'être quasiment seul sur l'eau, là, avec quasiment pas de bruit grâce à ces bateaux électriques, c'est vraiment très très apaisant comme promenade. Puis c'est une autre façon finalement de découvrir des gorges que moi je connais plus en effet par les chemins de randonnée et moins par l'eau. Les basses gorges débouchent sur le lac d'Esparon. C'est la dernière retenue d'eau bâtie sur le Verdon avant sa confluence avec la Durance. Au bord du lac se trouve le château d'Esparon, propriété des Castellanes depuis le XIIIe siècle. Il dominait le Verdon sur un à-pic jusqu'à la construction du barrage. Avec le bateau, on peut arriver au pied du château et en continuant, là, on longe vraiment sur ces falaises le village actuel d'Esparon. Là, on est vraiment au pied du château. On a une très belle vue du donjon, cette partie ancienne, cette partie du fin 12e, 13e siècle. Il y a plusieurs cours de bâtiments qui ont été construits au fil des siècles. En fait, on peut échelonner la construction du château entre le XIIIe siècle et le XVIIIe siècle, où on construit le dernier corps de bâtiment qui, cette fois-ci, tourne le dos au village et se tourne plus vers le sud. Finalement, c'est le château le plus emblématique des Castellanes, puisque le château de Petra Castellana, de Castellane même, n'existant plus, il n'y a plus de vestiges. Finalement, c'est celui qui représente le plus la présence des Castellanes dans cette vallée du Verdon. En s'éloignant des rives du Verdon, Fabienne se rend maintenant dans un autre château ayant appartenu aux Castellanes. Elle prend la direction du village de la Verdière, au nord du Var. Cette route permet de passer un petit col qui matérialise vraiment le changement de paysage. Et là, on passe directement dans le département du Var. Donc c'est vraiment une limite à la fois administrative, géologique. C'est une limite naturelle. Et de là, on voit très bien le château de la Verdière quand on arrive, un peu comme on arrivait avec les voitures à chevaux là, sur la route, les routes médiévales. C'est finalement assez rare ces grands châteaux comme ça dans nos territoires. Souvent de petits domaines. La Verdière est le plus grand château de Provence. Il compte 120 pièces et couvre une superficie de 5000 m². L'édifice a été classé monument historique en 1986.
Cette ancienne forteresse médiévale a été entièrement remaniée au XVIIIe siècle par le baron Louis Roch de Forbin-d'Oppède. Son projet était d'en faire l'une des plus belles demeures de plaisance de Provence. Fabienne découvre le château pour la première fois avec Frédéric Champavert, son propriétaire. Voilà. De l'extérieur, on ne voit vraiment que du 18e. Cette grande enfilade a été créée à cette époque-là pour justement mettre toutes les collections de la famille de Forbin. Cette aile a été construite également à ce moment-là, ainsi que cette tour pour loger l'escalier. Dans les gazettes, on racontait qu'il y avait un fada en Provence qui faisait quelque chose d'assez gigantesque. De même qu'il y a 15 ans, d'ailleurs, on a dit qu'il y avait un fada qui avait racheté un truc qui était complètement en ruine. Le château de la Verdière a été sauvé de la ruine par ses nouveaux occupants. Il faut imaginer en 2003, la première fois qu'on vient dans ce château, où véritablement, eh bien, cet escalier était un torrent, puisque c'était un jour de pluie. La verrière, évidemment, il n'y avait pas un seul verre correct, donc c'était absolument phénoménal. Bref, ce château appelait au secours. Et après avoir passé la journée à mettre des étais dans les greniers pour essayer d'éviter que le château ne s'abîme davantage, on s'est dit, bon, c'est simple, soit on fait quelque chose, soit il disparaît, et il s'effondre. Après des années de chantier, les décors intérieurs exceptionnels du XVIIIe siècle sont de nouveau visibles. Et voilà, ici on découvre ce que l'on appelle le salon Violine, qui en fait à l'origine était la chambre de la marquise de Forbin, dont vous voyez le portrait ici. Et vous avez ici le premier décor de gypserie du château de la Verdière, typiquement Louis XV, avec ses arabesques, ses grotesques, son bestiaire, tous ces petits animaux qui donnent vraiment l'impression qu'ils vont sauter dans la pièce. Regardez, le lion, on a vraiment l'impression qu'il va sortir. On a à la Verdière, donc en plein milieu de nulle part, une qualité de gypserie que certains hôtels d'Aix n'ont même pas. Donc c'est vraiment l'opulence, la richesse, en mettent plein la vue. Une profusion de motifs de gypserie ont été sculptés sur les murs au XVIIIe siècle. Ils ont été choisis selon la fonction de chaque pièce. À l'étage se trouve une salle que Frédéric ne fait jamais visiter. Voici le boudoir de la couchée. Tout autour, des angelots illustrent les différents âges de la vie. Ça commence par celui-ci. Ce petit angelot, il a à la main une paire de ciseaux pour couper le cordon ombilical et une paire de forceps. Bon. Et puis ensuite, vous avez, là, il commence à apprendre à lire, là vraiment il étudie, et là il devient plus avec un chien, et pour arriver à l'hiver de la vie, symbolisé par cet arbre sans feuilles, et voilà, c'est la fin de la vie. Comble du raffinement, chaque pièce a sa propre couleur, choisie en fonction des saisons. Alors là, on est dans une pièce qui est sans doute l'une des plus belles du château, qui était à l'origine la salle à manger d'été. C'est une pièce qui est, comme vous pouvez le voir, bleue, pour donner une impression de fraîcheur, avec un sol exceptionnel en faïence de moustier, et il n'y en a pas d'autres connus, blanc, pour là aussi donner cette impression de fraîcheur. Au plafond, les gypseries évoquent la Chine, un thème très à la mode au XVIIIe siècle. On voit une quantité de détails aussi et des scènes extrêmement vivantes. Je pense que c'est assez rare, parce que souvent ce sont des motifs un peu répétitifs, et là on a presque l'impression que c'est des ateliers différents, que ce sont des mains différentes. C'est toujours des surprises à chaque fois qu'on rentre dans une pièce de ce château. Côté sud, le château est doté d'une immense terrasse d'agrément.
Elle servait pour les nombreuses réceptions du baron de Forbin. C'est de cette terrasse qu'on peut vraiment, bien sûr, appréhender le fait que c'était une forteresse à l'origine. Dès l'an 1000, où il appartenait à la famille de Castelane, ce château avait pour vocation de défendre la route qui traversait la Provence du sud-ouest au nord-est. Ici, cette tour sur laquelle nous sommes, à l'origine, était une tour de défense. Et vous avez le village qui se construit dès le 14-15e, tout autour du château, sachant que, bien évidemment, il y avait d'autres fortifications autour du château. Là, vous voyez la montagne Sainte-Victoire, donc Aix-en-Provence, là, devant la Sainte-Baume, donc Marseille est en ligne droite ici, Aix-en-Provence là, et puis plein sud, là vous avez Toulon et le Mont-Faron. Nous quittons maintenant la Verdière pour nous rendre au nord des Alpes de Haute-Provence, à la découverte d'une des vallées les plus sauvages des Alpes du Sud, la vallée de l'Ubaye. Elle s'étire entre le col du Longet, à la frontière avec l'Italie, et le lac de Serponçon. Le Fox Oscar Juliette, on fait de Gapalès vers Barcelonnette. À bord de cet appareil, Chantal Bonaglia, une enfant de la vallée, va remonter le cours de la rivière jusqu'à sa source. Alors là, nous sommes au-dessus du lac de Serponçon et nous allons rentrer dans la vallée de l'Ubaye. Nous allons attaquer par les gorges qui sont assez étroites et c'est l'entrée dans les Grandes Alpes. Cette guide de haute montagne découvre sa vallée vue du ciel pour la première fois. Juste après l'entrée dans les gorges, les sommets s'élèvent et se couvrent de forêts alpines. En contrebas s'écoule l'Ubaye, une rivière torrentielle sujette aux crues. Le bas de la vallée est réputé pour ses rapides. L'Ubaye est une des 3 plus belles rivières de France pour la pratique des sports d'eau vive, avec beaucoup de rapides au nom très évocateurs. On a par exemple la fosse au lion, la dent de requin, la machine à laver. Ça vous donne une idée de ce que l'on peut vivre dans les rapides de l'Ubaye. Une dizaine de kilomètres plus loin, l'Ubaye traverse Méolan-Revel, un village typique de la vallée. Revel, ça vient de réveil. Il tire son nom du fait qu'au printemps, l'Ubaye en crue faisait beaucoup de bruit et ça réveillait les gens. Donc, Méolan-Revel. Souvent, les villages en montagne, sur les promontoires, les massifs rocheux, on y mettait des clochers. Il fallait que ce soit le plus en vue possible et entendu aussi, en cas de souci. Après Méolan-Revel, la vallée s'élargit et s'ouvre sur un vaste bassin urbanisé. Au cœur de cette boutonnière, la ville de Barcelonnette, bâtie au XIIIe siècle par un comte de Provence. Alors Barcelonnette, c'est une ville qui a été construite avec une géométrie un peu particulière, en damier. C'est ce que l'on appelle une ville neuve. Il faut imaginer donc une muraille à l'époque qui était flanquée de 22 tours et qui faisait l'enceinte de la ville de Barcelonnette. C'est un petit peu la capitale de la vallée de l'Ubaye. En surplomb de Barcelonnette, l'avion survole le village du Sauze, l'une des premières stations de ski créées en France. Les premiers skieurs ici, c'était des militaires.
sont eux qui ont organisé les premières compétitions de ski. Et ça s'est passé dans les champs des paysans à l'époque. On voit bien en fait les terres agricoles imbriquées dans la station. Donc ces champs sont toujours cultivés et ont un double usage. L'été, les cultures, les prés de Foch, et l'hiver, les pistes de ski. Le vol se poursuit maintenant en direction de la Haute-Ubaye. Frontière naturelle entre le Piémont et la Haute-Provence, la vallée a longtemps été placée sous le contrôle de l'armée. De nombreux forts ont ainsi été construits à flanc de montagne. La forteresse de Tournou est le nœud de ce dispositif de défense. C'est une construction qui est assez spectaculaire. Ça représente 700 mètres de dénivelé entre le bas et le haut. Les ouvrages que l'on voit apparents sont une petite partie de ce fort. Il faut s'imaginer que le gros du fort a été creusé dans la montagne. Là, on voit les tours d'enceinte, des petites tours de guet. Il est vraiment magnifique. Un peu plus loin, le fort de Viraes, construit au XIXe siècle. Ça a été le plus haut fort de France. Il est à 2772 mètres d'altitude. Et c'est le seul fort qui a une vue directe sur l'Italie. C'était une vigie. Et quand on est là-haut, quand on est à l'intérieur du fort, on a l'impression d'être dans un nid d'aigle. La situation, on l'a vu, c'est vraiment magnifique. La Haute-Ubaye est la partie la plus spectaculaire de la vallée. Tout autour s'élève un paysage alpin où règne une nature sauvage à l'état brut. Alors la Haute-Ubaye, c'est là où on va retrouver les plus hauts reliefs, les plus hauts sommets. Des sommets pour certains dépassant les 3000 mètres d'altitude. On prend de l'altitude. Là, nous allons survoler le massif du Chambéron. C'est le plus haut massif du département des Alpes de Haute-Provence. Le paysage ici est très minéral, avec quelques petites parties de pelouse alpine. Mais sinon, c'est beaucoup d'éboulis, beaucoup de pierres, de roches. L'Ubaye a ici l'allure d'un petit torrent de montagne, inoffensif. En remontant son cours, l'avion arrive au col du Longet, la fin du voyage. C'est là, à 2700 mètres d'altitude, que l'Ubaye prend naissance. Donc voilà le col du Longet, les sources de l'Ubaye. Tout droit, devant nous, c'est l'Italie, nos voisins italiens. Le col du Longet est parsemé de petits lacs qui se découvrent à la fonte des neiges. Alors nous avons la chance ici d'avoir un relief glaciaire. Et les glaciers nous ont laissé quelques jolis cadeaux, des lacs d'altitude. Nous avons beaucoup de lacs dans la vallée, tous aussi beaux les uns que les autres. Il y a de très belles couleurs. Regardez. On a des reflets verts dans ces petits lacs. Pour moi, c'est un ravissement des yeux.
Que ce soit à pied ou en avion, par les airs, le paysage est toujours autant spectaculaire. La vallée de l'Ubaye est marquée jusqu'à aujourd'hui par une épopée hors du commun. Héritiers des anciens colporteurs du pays, une poignée d'aventuriers décide au XIXe siècle de partir à la conquête du Mexique. Ils ouvrent des grands magasins dans les principales villes du pays, puis des usines de textiles et font rapidement fortune. Grâce à leur réussite économique, ils font venir leurs familles et attirent de plus en plus de jeunes de la vallée. De retour au pays, ces entrepreneurs se font construire des maisons somptueuses dans le style Belle Époque et Art Nouveau. Des villas élégantes qui témoignent de leur attachement à leur terre natale. La région de Barcelonnette en compte une 50aine. Hélène Homps, conservatrice, préserve ce patrimoine de villégiature. Aujourd'hui, elle a rendez-vous à la villa La Rose des Alpes avec sa propriétaire. Nous entrons dans la salle à manger, qui est une des pièces qui n'a absolument pas bougé, qui est dans l'état d'origine. Ce qui fait le grand charme de cette maison, c'est dans son plan, l'architecte a intégré le bow window, ce qui fait que la salle à manger bénéficie de cette avancée. Ça compense avec les meubles qui sont, eux, plus austères. Vous avez vu le traitement de l'arc, on peut appeler ça un arc triomphal, qui ouvre sur le bow window et traité en faux bois, dans le même ton que tout ce qui est tenture. Voilà. Et donc le fait que ce bow window soit présent, ça ouvre et ça fait rentrer la lumière. On a un décor aussi soigné que ce qu'on trouvait dans les châteaux 2 siècles auparavant. Là, on va passer dans le petit salon. Particulièrement raffinées, ces maisons étaient décorées par des agences spécialisées. Les commanditaires de ces maisons étaient de la partie. C'était des gens qui, toute leur vie, à travers les grands magasins, ont vendu ces pièces de mobilier, ces éléments de décor, ces lampes, ces lustres. Donc c'est un milieu, un langage qu'ils maîtrisaient parfaitement. Et donc du coup, ils ont pris soin, ils ont pris le temps et ils ont exigé le plus joli. Et c'est vrai que beaucoup de choses sont venues de Paris et de Lyon, Marseille, les grandes capitales. Jules Lyons, le grand-père de Brigitte, a fait construire sa maison en 1903, à son retour du Mexique. Comme le veut la mode de l'époque, il s'inspire de l'architecture balnéaire. Un habitat ouvert sur l'extérieur qui surprend dans cette région de montagne. Là, on est sous la véranda, qui est une pièce que nous, on utilise beaucoup, mais que dans les générations de mon grand-père, ils utilisaient uniquement pour le café. Et d'où maintenant, c'est vraiment là où on vit pour profiter de la vue et du jardin. Ce qui est aussi un élément remarquable et qui fait tout le charme de la véranda, c'est la structure en ferronnerie. Elle a été dessinée par l'architecte qui a lui-même inscrit le motif. Et on est toujours encore là dans l'Art Nouveau, avec ses courbes et ses contre-courbes, c'est ravissant. C'est tout l'esprit de cette époque, fin 19e. Tous ces détails sont particulièrement soignés. Et tout ça contribue à la rendre extrêmement coquette. Hélène Homps dirige le musée de la Vallée à Barcelonnette. Il est installé dans la villa La Sapinière, une autre de ces maisons mexicaines. Au premier étage, elle a conservé intact un témoignage de cette époque où le confort devient un élément essentiel. Ah, ça, c'est le morceau de choix de la villa. C'est le cabinet de bain qui a été installé à partir des années 1905-1910, donc en plein mouvement Art Nouveau. Et nous avons développé d'iris or et bleu. Et sur la partie haute, une rangée de glycines.
Et c'est resté dans son jus, dans son élément. Et ça, c'est un chauffe-eau qui vient d'une villa à Josier. Celui-ci est assez remarquable, puisqu'on mettait l'eau à chauffer dans cette partie-là. Vous avez une cuve. Ici, on chauffait donc avec cette petite partie-là où on mettait le charbon. Ça constituait des braises. Et quand l'eau était arrivée à température, on n'avait qu'à ouvrir le robinet. L'eau chaude monte. Et donc la personne pouvait se doucher en profitant quand même d'eau chaude. Josier, à quelques kilomètres de Barcelonnette. C'est là que se trouve la plus exceptionnelle des maisons mexicaines. Le château des Magnans. Un pastiche du style gothique médiéval. Là, on a concentré tous les éléments de cette architecture gothique, de fantaisie, néo-gothique. On a une tour carrée surmontée d'un belvédère. La galerie, elle, est soutenue par de faux machicoulis. On a une tourelle crénelée. On a des moellons comme ça qui sont dispersés sur l'ensemble de la façade, volontairement blanche. Il faut qu'on la voie. C'est très propre au XIXe siècle, qui puise dans le passé, dans les styles du passé, qui les mélange. C'est pour ça qu'on a parlé d'éclectisme, pour produire quelque chose qui soit à la fois spectaculaire et fantaisie. Parce que c'est ça le maître mot de cette architecture à cette époque. Et puis là, il faut répondre aussi à la demande d'un commanditaire qui demande quelque chose d'imposant. Le château des Magnans a été bâti par Louis Fortoul, fondateur d'un grand magasin à Guadalajara. Pour le réaliser, il a fait appel à un architecte suisse-italien de Lugano. Achevé en 1914, l'imposante demeure est aujourd'hui un hôtel. Hélène nous conduit au premier étage, où se trouve le chef-d'œuvre de la maison. Un vitrail, exécuté par le maître verrier grenoblois Louis Balmet. On a des scènes courtoises. On va avoir le ménestrel qui danse, le joueur de luth. Là, une scène de tournoi, une scène chevaleresque. Et pour couronner le tout, dans la partie, on va dire, tympan, on a une jeune femme qui est donc à cheval et qui tient dans sa main un faucon. C'est le vocabulaire médiéval qui a été utilisé pour être en harmonie avec l'enveloppe. Le pastiche archéologique est total, complet. Au sommet du château, Louis Fortoul s'est offert une immense terrasse, avec vue sur sa terre natale, après des années passées loin de chez lui. Nous sommes dans la tour belvédère, qui culmine au sommet du château. Et c'est vrai que là, ça permet une fenêtre dans le paysage. On aperçoit quelques-uns des sommets emblématiques de la vallée. Face à nous, la Grande Séolane, qu'on devine en partie dissimulée sous les nuages. Et sur notre gauche, le chapeau de gendarme et le pain de sucre. Et là, dans l'angle, la croix de l'Alpe. Donc c'est magnifique. À quelques kilomètres de là, dans la haute vallée de l'Ubaye. Nous sommes début juin et bientôt va commencer la grande transhumance estivale. Ok, accroché. Charge 19. Dans ces sacs, des tonnes de matériel à destination des alpages, où brebis et bergers vont passer l'été. À bord de l'hélicoptère, Dominique Baron coordonne les manœuvres. Avec son pilote, ils vont enchaîner pendant une semaine près de 350 rotations pour ravitailler une à une les cabanes d'estive du département. Cette vaste opération n'a lieu qu'une fois par an. Je largue. C'est des pratiques particulièrement séculaires qui ont été un peu délaissées dans les années 70, mais qui depuis reprennent de la vigueur avec des outils un peu plus modernes. L'hélicoptère en est une illustration.
C'est un peu magique, mais bon, c'est qu'une fois dans l'année, quoi. Hein. Après, le reste du temps, le reste de l'année, ben, toutes les cabanes, il faut les faire à pied. Cette aide à destination des éleveurs existe depuis 35 ans. Elle a été mise en place par la région pour maintenir dans ces montagnes une activité pastorale. Des pratiques qui contribuent aussi à l'entretien des paysages. On voit là, notamment sur cette haute vallée de l'Ubaye, les quelques prés de fauche qui sont encore entretenus en bas, et puis les alpages qui sont distribués beaucoup plus haut en altitude. Ça régénère à chaque fois, à la fois sur le plan floristique, et c'est toujours intéressant également pour la faune. Les chamois, les bouquetins ont de l'herbe fraîche chaque année. Dernière rotation de la journée à la cabane du Vallon de Marie. Brigitte et sa fille, des éleveuses du sud du département, sont venues réceptionner le précieux chargement. Ah, les filets à droite, faut pas que ça me mette. À droite. Ben, normalement, il y a tout. Voilà, on est en train de déballer. Bon, ça se passe toujours bien. Ça, c'est des bocaux faits maison. Quand on n'a pas de légumes frais, comme ça, on mange un peu de tout. Et les brebis, il leur faut du sel. En fait, les animaux sauvages, ils arrivent à le trouver sur certaines pierres et certaines plantes. Mais là, comme il y a de gros effectifs, on leur apporte du sel toute l'année. Comme tous les animaux, hein, les chevaux, c'est pareil. Et c'est vraiment très important parce que ça leur aide au niveau moléculaire à fixer l'eau dans le corps. Dans 2 mois, mère et fille vont passer ici 5 semaines avec leurs brebis. Ah bah là c'est le paradis là. On a envie d'y être, on a hâte de monter. C'est grandiose, hein. Il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas d'antenne, il n'y a pas de voiture. Il y a juste les marmottes, un petit peu les gens qui passent et voilà, c'est le calme, l'immensité, la nature. Il y a encore un peu de neige, donc c'est vraiment magique. Tu veux que je fasse ça bon? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Bâtie au milieu des alpages, la cabane date de plusieurs siècles. C'était vraiment la cabane des gens du pays, qui avaient tous un petit troupeau. À l'époque, il y a eu jusqu'à 60 familles, si je ne me trompe pas. Donc ils n'avaient pas beaucoup de brebis, mais ils n'avaient que leurs brebis à eux. Et ils avaient cette montagne. Elle aurait été réservée, quoi. Elle était aux gens du pays. À part l'héliportage et qu'on monte plus de choses, qu'on se nourrit plus comme en bas, entre guillemets, qu'à l'époque, on vit de la même façon. Il y a l'eau au ruisseau, on boit l'eau du ruisseau. Et si le pain est dur, ben on va le manger. Hein. Le pain, on ne va pas descendre tous les jours à la boulangerie. On poursuit une activité qui dure depuis des générations, ça c'est certain. Une semaine plus tard, c'est le début de la transhumance. Brigitte et sa fille arrivent dans la vallée avec leur troupeau. En tête du cortège se trouve la bergère et des amis à elle venus prêter main forte. On part normalement au lever du jour pour la chaleur déjà et pour les voitures. Parce que les routes sont étroites et pour faire passer les voitures, c'est un peu compliqué. Et les filles, non. Mais en fait, les brebis sont habituées au berger et elles le suivent. Et puis, elles ont quand même la mémoire des années et celles qui sont déjà venues, elles pourraient y aller seules. Un troupeau en transhumance, c'est un bruit bien particulier. Celui des sonnailles qui tintent au cou des brebis. Les sonnailles, c'est déjà la beauté du son. Et ça permet aussi de retrouver les brebis. Et elles aussi, elles se retrouvent plus facilement. S'il y a une brebis qui est restée seule, elle va retrouver les autres plus facilement au son de la sonnaille. On les met en général aux brebis familières. Et puis aux brebis qui ont un dos bien rond parce qu'elles peuvent porter une plus grosse sonnaille. Pendant la traversée, chacun a un rôle bien déterminé. Marie, la fille de Brigitte, surveille l'arrière du troupeau.
S'il y a des voitures qui arrivent, je fais doubler les voitures. Et après, s'il y a des vieilles brebis qui sont un peu fatiguées, ou une qui a mal aux pieds, ou alors des tout petits agneaux, on les charge dans la remorque, à l'arrière. La voiture balai, comme ça, ils ne montent pas à pied. Il y a quand même un lien qui est très fort avec le troupeau, même si on en a un grand nombre. On vit avec toute l'année, donc on les manipule beaucoup. C'est pas nos enfants, mais un peu quand même. On traverse le village de Sereine. On a fait presque la moitié du chemin qu'on doit faire ce matin. Ça va, hip hop, courage, on est bien tourné. Tout le long du chemin, le troupeau traverse les villages isolés de la Haute-Ubaye. Des hameaux de montagne typiques, avec leurs petites chapelles et leurs maisons au toit de lauze. Moi, c'est le bonheur de toute l'année, c'est certain. J'aime cette période de l'année, justement pour cette liberté, entre guillemets. On n'a pas les mêmes soucis qu'en bas. On voit les brebis différemment, on est toujours avec elles. Alors qu'en bas, on a mille et une choses à faire et du coup, les brebis, on est moins près d'elles, quoi. Après 4 heures de marche, le troupeau arrive à Maljasset. Les brebis vont y passer la première partie de l'été. Avec son air de bout du monde, c'est l'un des plus beaux secteurs de la Haute-Ubaye. Ça y est, c'est l'arrivée, donc elles vont aller boire en premier, puis après on leur fait un petit parc. Mais voilà, pour elles, c'est repos maintenant, ça y est. Elles sont tranquilles. Donc pendant 15 jours, on va garder cette partie du troupeau, donc avec maman. Après, à la mi-juillet, on mélange avec l'autre partie du troupeau qui est un peu plus bas. Et après, au mois d'août, on monte sur l'estive en altitude, quoi, à la cabane. C'est assez fabuleux. C'est pour ça que je viens ici depuis 84. C'est grandiose, c'est calme, c'est serein. Les animaux n'ont pas la parole, mais oui, on sent quand elles sont bien, ça c'est certain. Nous prenons maintenant la direction des Alpes-Maritimes pour découvrir une autre vallée emblématique des Alpes du Sud, la vallée de la Roya. C'est la dernière du département avant l'Italie. Elle s'étire jusqu'à la mer Méditerranée à partir du col de Tende. Ce col s'élève à 1871 mètres d'altitude, entre le massif du Mercantour et les Alpes Ligures. Sa crête marque la frontière avec l'Italie. C'est là, au milieu des forts abandonnés, que la Roya prend sa source. Côté français, une route en lacets vertigineuse permet de descendre du col. Au pied de ce chemin spectaculaire, Isabelle Aucher s'engage dans la vallée de la Roya. Cette habitante de Sospel a découvert la région il y a une trentaine d'années et s'y est installée. Là, on a rejoint le fond de vallée. On est en rive gauche de la Roya. C'est un des plus petits fleuves de France qui prend sa source ici, sur le versant sud du col de Tende et qui se jette à Vintimille, donc en territoire italien. C'est un très beau paysage d'altitude, avec encore des forêts de conifères. Et on voit qu'on est encadré par des parois rocheuses qui s'élèvent de part et d'autre. C'est une vallée vraiment encaissée, donc un paysage assez impressionnant. Une quinzaine de kilomètres plus loin, Isabelle arrive à Tende. Pendant longtemps, la ville a servi d'étape sur la fameuse route du sel, reliant Nice au Piémont italien.
L'ancien fief des comtes Lascaris conserve de nombreux témoignages de cette époque fastueuse. Alors là, on va franchir la porte de la cité médiévale de Lascaris de Tende. Et donc, on va remonter jusqu'à la collégiale par la voie principale, qui était donc le chemin, l'axe de la voie muletière. Alors, il y avait un trafic tellement important de mulets, plus de 50 000 par an, qu'ils avaient instauré un sens unique dans la cité pour éviter les croisements qui n'étaient juste pas possibles. Là, on commence à apercevoir la façade de la collégiale Notre-Dame de l'Assomption de Tende. Et là, on est face à ce magnifique portail sculpté. C'est vraiment un chef-d'œuvre de sculpture Renaissance, tout début du XVIe siècle. On a 2 lions de part et d'autre donc de la grande ouverture, donc symbole de puissance, qui soutiennent des colonnes cannelées et qui elles-mêmes soutiennent un grand linteau sculpté où on trouve donc le Christ et les 12 apôtres. Et au-dessus, dans le tympan, on voit un personnage agenouillé de dos, probablement le commanditaire, lui-même Honoré Lascaris. Les Lascaris avaient la volonté de montrer encore une fois leur puissance, mais aussi leur grande piété. C'est une sculpture tout à fait monumentale et vraiment exceptionnelle par sa qualité. Isabelle continue son chemin sur l'ancienne route du sel, en direction de Nice. Cette voie historique a laissé dans la vallée une profonde empreinte. Cette route, elle permet de traverser des paysages très très variés en découvrant ces cités qui ont été si importantes. Les temps de voyageurs et de marchandises étaient transportés par cette route. Et donc, ce n'est pas un patrimoine, ce sont des patrimoines à découvrir grâce et avec cette route. Bientôt va apparaître le très beau pont du Coq. C'est un pont particulier par sa forme, qui forme donc un angle à 45 degrés. C'est par ce pont que passaient les caravanes avec les mulets, les muletiers au Moyen-Âge. Tout le long de ce trajet difficile, des chapelles apportaient protection aux voyageurs. C'est le cas de Notre-Dame-des-Fontaines, bâtie sur des sources dites miraculeuses. On peut les observer depuis un passage aménagé sous la chapelle, le long de ses arcades. Alors là, on est sur le petit chemin qui va nous permettre de surplomber l'Alevenza et les fameuses sources. Alors là, regardez, voilà, on voit ça bouillonne par endroits. Il y a 7 sources. On leur a attribué plusieurs vertus bienfaisantes, notamment le pouvoir de guérir les maladies des yeux, les maladies de la peau. C'est sûr que c'est un endroit vraiment magique. Cette chapelle renferme un décor exceptionnel, typique du gothique international. Un courant artistique qui s'est propagé à la fin du XVe siècle dans le comté de Nice grâce à la route du sel. Ces 200 mètres carrés de fresques ont été réalisés par 2 peintres piémontais, dans un style qui annonce la Renaissance, comme cette scène de crucifixion. C'est une scène très très agitée avec de nombreux personnages. On a toute l'iconographie autour de la crucifixion.
avec les larrons, avec les saintes femmes, avec les soldats qui se battent, avec les cavaliers aussi. On voit beaucoup de mouvements, beaucoup d'expressions. Il y a un critique d'art qui a dit il y a de la musique dans cette peinture. Et c'est quelque chose, ça, qui est quand même très novateur de cette extrême fin du Moyen-Âge. Le mur du fond de la chapelle représente le jugement dernier. On a un immense squelette, là, avec les os tout ouverts, une grande gueule du Léviathan. Et puis on a donc tous les pêcheurs qui sont même étiquetés. Alors on a les voleurs, les menteurs, les parjures, donc tous ces damnés qui sont voués vraiment à des scènes d'enfer, avec des flammes, avec des supplices, tout à fait impressionnants. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces peintures sont des mines d'informations sur la vie au temps des peintres. Par exemple, là, on a la servante, ou alors même les bourreaux du Christ qui sont vêtus comme les fous dans les cours qui venaient, ou les troubadours. On a vraiment les tenues de la fin du XVe siècle. Cette chapelle, elle est toujours saisissante. On a beau y venir plusieurs fois, on est toujours vraiment très ému. Il y a tant à lire, à découvrir, on pourrait passer des heures devant chaque scène. Isabelle continue son chemin le long de la vallée de la Roya et pénètre dans les gorges de Paganin. Un étroit canyon a été sculpté par la rivière dans le schiste vert. Cette pierre a servi pour la construction de nombreux édifices dans la région. Voilà, là, on va voir des veines vertes dans la roche rouge. C'est très, très spectaculaire. Voilà, ici sur la droite. On a un contraste de couleurs avec la végétation qui vient aussi se développer là-dedans, les infractuosités. Au fond, dans le lit de la Roya, on a des gros blocs de roches, des blocs erratiques, très impressionnants. Certains ont des formes propices à l'imagination. Très, très belle portion de route. Cette voie qui circule en fond de vallée date du XVIIe siècle. Elle a été construite sur ordre de Charles-Emmanuel Ier de Savoie. Il souhaitait alors favoriser le flux de marchandises sur la route du sel, entre Turin, sa capitale, et la ville de Nice. Là, on va arriver sur Fontan, qui a été créé de toutes pièces en 1610 sur ordonnance de Charles-Emmanuel pour aménager une halte sur le nouveau tracé de la route royale. Donc on voit que Fontan s'étire vraiment le long de la route, avec l'église avec un très beau clocher, un des plus beaux clochers de la région. Son magnifique bulbe à tuiles vernissées qui vient ici marquer la puissance de la maison de Savoie au début du XVIIe siècle qui fait réaliser ce chantier considérable. Avec la construction de la route royale, une vague baroque déferle depuis Turin jusque dans la vallée. Isabelle arrive à Breil-sur-Roya, où se trouve l'une des plus belles églises bâties à cette époque. Alors là, on est vraiment dans le baroque dans toute sa splendeur, avec une profusion de décors, une profusion d'or, de peintures, de sculptures. La pièce la plus remarquable de cette église, elle est au-dessus de la porte et c'est la tribune avec les orgues historiques et ce buffet qui est donc le plus ancien de la région. Alors la tradition locale veut que ce buffet ait été apporté par dos de mulet depuis Turin jusqu'à Breil et que c'était un don des souverains savoisiens.
Isabelle quitte maintenant la vallée de la Roya pour suivre la direction de Sospel. À la sortie de Breil, elle traverse une immense oliveraie. Ces centaines d'arbres ont été plantés au XVIIe siècle. C'est grâce à la route royale qu'on va planter tous ces oliviers. Et donc l'huile d'olive qui sera produite va être exportée vers le Piémont. Et puis elle était acheminée ensuite jusque dans le nord de l'Europe. On sait même que l'huile d'olive de Breil était servie à la table des tsars au début du XIXe siècle, les tsars de Russie. Donc aujourd'hui, c'est encore une économie vivante. Ça a été relancé par l'AOP, appellation origine protégée, qui a été donnée à la fin des années 80. Cette olive qu'on a appelée tout simplement en référence à l'histoire, au comté olive de Nice. Alors là, on est toujours sur le tracé de la route royale et on monte en lacet le col de Bruys, avec une magnifique vue sur les crêtes frontalières avec l'Italie, vers l'est. Et voici le col de Bruys. Ce col est situé à 879 mètres d'altitude. Il s'ouvre sur une autre vallée, celle de la Bévéra, un affluent de la Roya. Là, on est sur une route en corniche. On a une sensation vraiment aérienne. Et puis, on va descendre au fond de la vallée de la Bévéra, où s'est développée donc la cité de Sospel, qui était la deuxième ville du comté. Alors, c'est pour cette vallée de la Bévéra que j'ai eu un coup de cœur il y a 25 ans et je me suis installée ici. Cette vallée qui m'a rappelé d'ailleurs les hautes vallées de l'Inde, les premiers contreforts de l'Himalaya. Sospel, cité médiévale et baroque, est une autre de ces anciennes haltes sur la route du sel. Au milieu du XIXe siècle, des projets de chemin de fer reliant les villages de cet axe commercial voient le jour. En 1912, une première ligne de tramway est inaugurée entre Sospel et Menton. Alors ce tramway a permis à cette cité de Sospel de développer une activité touristique lorsque on commence à vraiment avoir beaucoup d'hivernants sur la Côte d'Azur. Et on construit le premier golf à 18 trous à Sospel dans les années 1900. Et pour accueillir ces riches hivernants, on construit aussi un palace de la belle époque. Le palais du Golfe est situé juste à la sortie de la ville. Il abrite aujourd'hui des appartements privés. À la fin des années 20, une véritable ligne de chemin de fer est construite. Le train des merveilles, toujours en service, permet de circuler entre le Piémont italien et la ville de Nice, le long de l'ancienne route royale. Quelques kilomètres après Sospel, Isabelle se dirige vers l'un des ouvrages d'art les plus spectaculaires de la ligne, le viaduc de Caille. Là, on surplombe la Bévéra, on est à 30 mètres de hauteur, donc juste au niveau du tablier de ce fameux pont de Caille. Cette grande arche ogivale donc, qui soutient le tablier métallique est perpendiculaire, c'est ce qui fait l'originalité de ce pont. Alors, il a été construit comme ça, probablement pour des raisons techniques, puisque donc on a un passage très très étroit, donc défilé des gorges de la Bévéra, mais surtout pour une raison stratégique, puisqu'on est juste dans la ligne de mire du fort Barbonnais. Donc le fort devait pouvoir détruire le pont en cas d'invasion des Italiens. Et c'est ce qui s'est produit, puisqu'il a été détruit en juin 1940.
Plusieurs fois menacé de disparition, le train des merveilles a été sauvé grâce à la mobilisation des habitants de la région. Ils attendent maintenant une rénovation de la ligne qui montre des signes d'usure. Cette voie ferrée est primordiale pour le maintien et le développement de la vie et de l'économie de ces vallées, et pour aussi un développement touristique. D'ailleurs, le succès du train des merveilles en témoigne. Une clientèle du monde entier vient découvrir ces vallées et l'histoire de cette route du sel, de la route royale et de la construction de cette voie ferrée. Et donc il y a une forte mobilisation pour que cette ligne puisse continuer à être exploitée. Voilà, on espère que ça va aboutir. « 40 km après Sospel, l'ancienne route du sel aboutit au port de Nice. Toujours bien vivante, cette voie de communication historique poursuit aujourd'hui son rôle, en reliant l'Italie et l'arrière-pays niçois à la mer Méditerranée. Un débouché essentiel au développement de ces vallées.